Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. Depuis l'art moderne jusqu'au marketing et aux mythologies contemporaines, la couleur n'a jamais été autant porteuse de sens. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 16, sémiologie de la couleur contemporaine. Je reviendrai à la fin de cet épisode sur ce terme de sémiologie, mais c'est bien de couleur contemporaine qu'on va parler aujourd'hui. Alors quand je dis contemporaine, je commence au début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est plus ou moins contemporain si on se rapporte aux plus de 65 000 ans d'histoire de la couleur qu'on vient de parcourir ensemble dans ces derniers épisodes. On a terminé le dernier épisode à la fin du 19e siècle en commençant à aborder l'histoire de l'association genrée des couleurs, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tout d'un coup on a associé le bleu au masculin et le rose au féminin. On reprend la balle au bond et on continue sur ce sujet-là pour rentrer dans le XXe siècle, parce que c'est bien dans la première moitié de ce siècle que s'instaure vraiment cette opposition entre un bleu soi-disant masculin et un rose soi-disant féminin dans le monde qu'on dit occidental. Mais avant ça, je vous propose de remonter très brièvement au XVIe siècle d'abord pour parler d'un tissu inventé dans la ville de Gênes qui servait pour les voiles et les vêtements de la marine génoise et qu'on avait l'habitude de teindre en blanc et crème avec un mélange de fibres de bleu de Gênes. Le bleu de Gênes que si on prononce à l'anglaise, ça fait le blue de Gênes, le blue jean. Oui, parce qu'on parle bien du bleu qui a donné son nom au vêtement, le jeans, le pantalon. Le pantalon qui lui-même d'ailleurs est composé d'un tissu de Nîmes, des Nîmes, qui vient effectivement de la ville de Nîmes et qui est une tentative des tisserands français de reproduire le jean que Gênes exporte dans toute l'Europe à l'époque. Et donc je vous raconte ça pour revenir à mon histoire de bleu masculin, parce que les jeans tels qu'ils existent aujourd'hui, qui ont connu leur grand succès grâce à l'entreprise Levi's en particulier, au 19e siècle, c'était en fait des vêtements de travail pour les ouvriers, et ils ont eu énormément de succès, et il n'est pas déconnant de penser que ce succès soit à l'origine de cette association du bleu au masculin. Mais en tout cas, cette association culturellement genrée du rose et du bleu commence vraiment vers les années 1930, durant lesquelles la distinction entre les vêtements féminins et masculins devient vraiment claire, à une époque où les enfants sont plus clairement identifiés comme garçons ou filles. Le rose est toutefois pas encore tout à fait considéré comme la couleur féminine à l'époque, même si l'opposition entre rose et bleu existe déjà, et le rose ne s'imposera vraiment que dans les années 50, d'abord aux États-Unis. Les années 50, c'est en fait aussi le moment où on se met à acheter les vêtements pour enfants plutôt que de les fabriquer à la maison avec les tissus qu'on a sous la main. Et c'est donc cette marchandisation des vêtements qui fait qu'on a commencé à vraiment les genrer, et on peut aussi d'ailleurs penser que, tout comme le pantalon jeans a pu jouer un rôle sur la soi-disant masculinité du bleu, la poupée Barbie, commercialisée en 1959, n'est sans doute pas pour rien dans la symbolique moderne du rose. En tout cas, cette opposition genrée des couleurs est plutôt récente et n'a rien d'historique, ni n'a aucune explication par l'évolution naturelle, quoi qu'aient pu en dire certains auteurs étonnamment assez récents qui essaient de réduire la préférence pour le rose à l'adaptation des femmes préhistoriques à un rôle de cueilleuses de baies rouges pendant que les hommes, eux, ils chassaient. Je me permets de faire une parenthèse sur cette étude qui m'a un peu sidéré, parue en 2007 dans la revue Current Biology. Dans cette étude, qui extrapole à partir des préférences colorées d'un tout petit échantillon non représentatif de 171 jeunes britanniques âgés de 20 à 29 ans et de 37 immigrés chinois au Royaume-Uni,
À partir de ce petit échantillon de gens pas du tout représentatif, l'étude extrapole une préférence générale pour le rose par les femmes que les auteurs attribuent à leur besoin de mieux voir les objets plus rouges dans leur rôle de cueilleuse, avant de se demander si ce serait pas aussi lié à leur rôle de soignante, de s'occuper des enfants, où la capacité à discerner mieux les nuances de rose leur permettrait alors de mieux percevoir les variations de couleur de peau dues aux états émotionnels. Alors je vais vous dire ce que j'en pense, parce que si mieux voir les états émotionnels des autres individus est effectivement une explication possible de la trichromie chez certains primates, on en a parlé il y a quelques épisodes, c'est un fait qui serait vrai aussi bien pour les mâles et les femelles, il n'y a pas de raison que ce soit juste les femelles déjà, la trichromie s'est bien développée autant chez les mâles que chez les femelles, et de toute façon de ça on peut certainement pas en déduire une préférence naturelle des femmes pour le rose, il n'y a pas de lien avec le fait de mieux voir le rose, de préférer le rose, ça n'a aucun sens, d'autant plus que la couleur de peau des humains préhistoriques était probablement pas vraiment proche du rose Barbie dont on parle aujourd'hui. L'article dont je parle remarque quand même que chez les femmes chinoises, la préférence pour le rose est plus faible relativement aux hommes, et ils attribuent ça au fait que de toute façon tout le monde en Chine, hommes comme femmes, préfère le rouge. Et hop, le sujet est évacué. Je parle de ça parce que c'est un peu le sujet de l'épisode aujourd'hui, on va voir ce qui se cache derrière le fait qu'on attribue certaines couleurs à certains symboles ou à certaines catégories de population, et en fait mon propos va être de vous expliquer en quoi non, tout ça ce n'est pas très scientifique, et je n'ai trouvé aucune étude qui permet d'expliquer la grande majorité des symboles et des préférences qu'on attribue aux couleurs en termes d'évolution naturelle, de physique ou de biologie. Pour en revenir à mes histoires de primates, rien ne prouve d'ailleurs que les rôles masculins-féminins étaient répartis de cette manière à l'époque, c'est-à-dire rien ne prouve vraiment que les femmes étaient plus chargées que les hommes de soigner les gens et de s'occuper des enfants, et on a encore moins de preuves d'une quelconque pression de sélection naturelle qui ait pu se faire sur cet aspect de préférence du rose, et à mon avis, ce genre d'article est plutôt une tentative supplémentaire de justifier une discrimination sur des bases pseudo-scientifiques, un peu de la même manière que les théories racistes du 19e siècle qui ont essayé de démontrer la supériorité de l'homme blanc sur des critères physiologiques fallacieux et pas du tout scientifiques. Et d'ailleurs, on retrouve facilement dans l'histoire de l'art des portraits d'hommes vêtus de rose, une couleur qui était perçue comme virile, comme on a pu le voir d'ailleurs dans un épisode précédent, par exemple notamment dans la peinture de Vasari au XVIe siècle, ou dans un portrait du roi Henri IV de Jacob Bunel au début du XVIIe siècle, ou encore sur les habits de l'enfant Jésus du Moyen-Âge quand il est porté par une Marie dont le manteau, lui, est teinté du bleu traditionnel de la Vierge. Je vous invite à aller voir ces images, notamment cet incroyable portrait d'Henri IV dans les traits du dieu Mars, tout de rose vêtu, une image qui nous paraît très très loin d'être un symbole de virilité aujourd'hui, pourtant c'était bien le cas au XVIIe siècle. Selon Michel Pastoureau, un auteur qui a beaucoup écrit sur la couleur, d'ailleurs, les garçons, dans les peintures mondaines d'avant la Première Guerre mondiale, étaient aussi plus souvent vêtus du rose que les filles. Donc jusqu'à encore très récemment, le rose n'était pas spécialement associé aux filles. Il faut bien noter aussi d'ailleurs que si, dans les magasins de jouets, les rayons destinés aux filles sont très majoritairement roses, les rayons des garçons, eux, sont de toutes les couleurs et pas spécialement bleus. Ils sont en fait beaucoup plus bariolés, multicolores, et ça montre bien comment l'usage du rose est en fait une assignation à un rôle préétabli que l'on n'impose pas de la même manière aux garçons qu'aux filles. Ça reste valable d'ailleurs dans les produits du quotidien, et c'est ce qui donne son nom à la taxe rose, qui dénonce le fait que les prix sont plus élevés pour les produits genrés féminins. L'usage culturel mais aussi politique ou commercial des couleurs n'est pas toujours, et même en fait très rarement, anodin, et on voit ici encore dans cet exemple assez grave comment une couleur, en devenant un symbole culturel, peut être un des nombreux outils d'assignation et de soumission de toute une partie de la population. C'est d'ailleurs, pour atteindre le point Godwin très rapidement, ça s'est fait, le même genre d'usage de la couleur que font les nazis
en assignant le jaune aux juifs, notamment via le port de l'étoile de David, et il réactive ainsi un code antisémique littéralement moyenâgeux dont on a aussi parlé dans l'épisode précédent à propos du Moyen-Âge et de la naissance de l'antisémitisme auquel on a très vite associé le jaune. Le jaune d'ailleurs, quand il ne symbolise pas directement l'or et la richesse comme sur le drapeau du Vatican par exemple, et à plus forte raison quand le jaune n'est pas parfaitement lumineux et saturé, continue encore aujourd'hui d'être assez peu apprécié en Europe. En témoignent par exemple certains usages du jaune dans la langue française, comme l'expression rire jaune, ou bien le fait qu'il puisse être jaune pisse. Mais bon, on va quand même pas en faire une jaunisse et en être trop contrarié. Avec l'évolution de l'art moderne initiée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et en particulier avec le développement de l'art abstrait au XXe siècle, la couleur prend une nouvelle place dans l'art et en peinture. Ce développement est permis d'ailleurs par l'amélioration rapide de l'accessibilité des couleurs en peinture, par le développement du commerce international notamment, mais aussi par la démocratisation des tubes de peinture à capuchon à partir du milieu du XIXe siècle, ce qui rend la peinture effectivement beaucoup plus pratique. Le mouvement fauviste, le fauvisme au début du XXe siècle inaugure ces nouveaux usages colorés dans une continuation des premiers pas des impressionnistes, en simplifiant les formes, qui sont alors soulignées par des contours très marqués, et en usant de grands aplats de couleurs très vives. Les fauvistes utilisent la couleur non plus comme un moyen de reproduire la nature, mais comme un levier d'interprétation et le véhicule des émotions. Les fauvistes s'éloignent ainsi de l'usage du dessin et donc de l'art académique en faveur de l'usage de la couleur pour générer les formes, sans craindre de briser les harmonies traditionnelles dans de nouveaux contrastes très audacieux. Je vous invite d'ailleurs à voir en particulier les toiles de Franz Marc et Le Tigre, peint en 1912, une œuvre emblématique du fauvisme. Ces innovations sont assez semblables à celles du cubisme, là où le cubisme se concentre plus sur les formes, et Kandinsky s'en inspire et plonge dans l'art abstrait. Kandinsky développe, en sortant de la Première Guerre mondiale, sa propre symbolique des couleurs, qui associe des formes géométriques aux couleurs. À 3 couleurs primaires, il associe 3 formes, le triangle jaune, le carré rouge, le cercle et le bleu. Pendant ce temps-là, Johannes Itten et Paul Klee construisent des associations similaires, et dans l'espace, c'est ce qu'ils enseignent au Bauhaus. Ils associent une dimension psychologique à ce symbolisme à une époque où Freud et sa psychanalyse sont célèbres et influencent les milieux intellectuels et artistiques, qui d'ailleurs ne se gênent pas déjà de critiquer Freud de son vivant, parce que bien que Freud jouisse d'une grande célébrité au début du XXe siècle, il a aussi subi pas mal de critiques de son vivant, une part de critiques un peu antisémites, il faut bien le dire, mais aussi, en particulier, moi ce qui m'intéresse, les critiques du philosophe des sciences Karl Popper, qui s'est intéressé au travail de Freud dans l'entre-deux-guerres, en n'hésitant pas de qualifier ce qu'il faisait de ce qu'on appellerait aujourd'hui une pseudo-science. Revenons à nos enseignants du Bauhaus, Itten et Klee. Itten demande par exemple à ses élèves de concevoir des assemblages plaisants de couleurs, et il constate que tous présentent des compositions très différentes. Il conclut que les accords de couleurs subjectifs sont un moyen de reconnaître les différents styles de pensée, de sentiments et d'action que l'on peut rencontrer chez les êtres humains. Pour lui, demander à différentes personnes de faire des associations de couleurs permet de révéler les styles, les différences de chacun, dans une analyse finalement très psychoanalytique, très freudienne de l'usage de la couleur. Mais les considérations d'Itten n'ont pas vraiment une grande valeur scientifique, tout comme d'ailleurs la plupart des affirmations publicitaires ou des architectes d'intérieur qui cherchent à donner une valeur psychologique ou une influence des couleurs simplistes sur les états émotionnels. Les effets psychologiques de la couleur, ils sont bien réels, mais ils sont nuancés et en très grande partie culturels, et ils sont très variables selon les individus et généralement très difficiles à établir. Autrement dit, il n'y a pas de grandes règles à appliquer sur la psychologie des couleurs. Exemple, dans une expérience en 2011,
que vous pouvez voir dans un documentaire de la BBC qui s'appelle Do You See What I See ? Voyez-vous ce que je vois sur justement la vision et la perception des couleurs. Et donc dans une expérience de ce reportage, on demande à des gens de s'enfermer dans des pièces entièrement illuminées de rouge ou de bleu, et ensuite on les interroge sur la durée qu'ils ont perçue de leur enfermement. On constate alors que l'enfermement dans le bleu paraît nettement plus court que dans le rouge. Alors on pourrait y croire, mais pourtant, un autre article, 7 ans plus tard, en 2018, montre exactement le contraire, à savoir que la durée du bleu est surévaluée et non pas celle du rouge. Et c'est pas tout, une troisième étude en 2014 affirme, elle, de son côté, que c'est la durée du rouge qui est surévaluée, donc on n'est toujours pas d'accord, mais que c'est chez les hommes et pas chez les femmes. Autrement dit, on a 3 études qui disent 3 choses différentes, tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas vraiment de règles sur la psychologie de la couleur chez les individus, si ce n'est qu'ils ont effectivement chacun pris individuellement des réactions différentes en fonction des couleurs, mais ces réactions dépendent de leur expérience, de leur culture, de leur milieu social, sans doute d'énormément de facteurs dont on ne peut pas tirer de règles générales. De nombreux tests, cela dit, qui intéressent le marketing tendent à montrer que la couleur de la nourriture et des emballages influence le goût des aliments, et ça, l'industrie l'a rapidement pris en compte, aussi bien pour le packaging que l'usage des colorants alimentaires, dans une nourriture artificielle à l'apparence de plus en plus contrôlée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça renforce probablement l'aspect culturel de ces influences, ça met en place une boucle de rétroaction positive, un cercle vicieux, où l'usage de la couleur par le marketing ne fait que renforcer des associations culturelles préexistantes, et les deux s'entre-influencent, appuyant et incrustant une certaine vision de symboles colorés. Tout ça est très lié à l'artificialisation du monde qui est engagée dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui accompagne une explosion des couleurs dans tous les aspects de la vie. Et toutes ces couleurs sont toujours des signes au sens sémiologique du terme. La sémiologie, c'est la discipline scientifique qui vise à comprendre les signes et leur sens. On parle des signes tels que les mots, mais on parle des signes qui peuvent prendre toute forme. Ça peut être des signes verbaux ou non verbaux, des signes visuels, auditifs, tactiles. Et donc la sémiologie s'attache à comprendre ces signes et surtout les sens qu'on leur donne. Le mot signe, dans ce sens, est plus ou moins synonyme de symbole, et ces signes s'auto-entretiennent dans l'industrie culturelle et servent les mythologies contemporaines que décrit Roland Barthes. Selon Roland Barthes, une de nos servitudes majeures est le divorce accablant de la mythologie et de la connaissance. La science va vite et droit en son chemin, mais les représentations collectives ne suivent pas. Elles sont des siècles en arrière, maintenues stagnantes dans l'erreur par le pouvoir, la grande presse et les valeurs d'ordre. Ce que dit Roland Barthes, c'est qu'il y a un gap qui se forme entre le savoir scientifique et la connaissance et la doxa, c'est-à-dire le savoir commun, la pensée commune, ce qu'il appelle donc la mythologie contemporaine, qui est bloquée selon lui loin derrière la science. Ce n'est qu'un système de croyance et ce système de croyance sert le pouvoir, la grande presse, les valeurs d'ordre, autrement dit les puissants, sous-entendu les puissants capitalistes du monde moderne qui nous dirigent. Et il nous appartient alors de déconstruire ces signes dont on parle, ces symboles, donc l'usage de la couleur pour ce qui concerne le sujet du podcast aujourd'hui, afin de nous détacher de cette doxa propagée par les mythes, qui est l'image que les puissants se font du monde et qu'ils imposent au monde. À nous de déconstruire ces mythes pour nous libérer. C'est d'autant plus important que nous sommes assez réceptifs à la couleur qui est apparemment capable d'une grande influence sur nous. On sait par exemple que l'effet placebo est modulé par la couleur des pilules. Celles qui sont rouges, orangées, jaunes fonctionnent mieux en tant que stimulants alors que les pilules bleues et pourpres font de meilleurs calmants. Il faudrait regarder dans Matrix laquelle des deux pilules sert à Neo à se réveiller, tiens. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends,
You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Mais encore une fois, il faut insister sur le fait que c'est pas là un effet direct de la couleur en tant que phénomène physique ou biologique, mais c'est bien en tant que signe sémiologique, en tant que symbole culturel que c'est lié à l'attente des patients. C'est parce que les patients ont déjà cette image du rouge et du bleu que le placebo fonctionne de cette manière sur eux. Ce n'est pas parce que le rouge et le bleu en eux-mêmes ont une valeur intrinsèque. Le pouvoir de la couleur vient en effet très majoritairement du sens culturel qu'on lui assigne de la sémiologie, comme on a pu le constater dans tous les épisodes précédents dans notre tour du monde et des époques de la couleur. Toutes les associations sont toujours culturelles. Ça n'enlève pas le pouvoir à la couleur sur nous, mais ça permet de se rendre compte que ce n'est pas une fatalité, que le pouvoir de la couleur n'est pas une conséquence naturelle des choses, mais bien une construction sociale qui s'inscrit dans une mythologie bien plus large. Et cette prise de conscience nous permet alors d'analyser ces mythes modernes et d'y résister si on le souhaite, de nous libérer, de nous émanciper. Autrement dit, pour résumer simplement tout ça, de faire preuve d'esprit critique face à la fiction, face à la communication, face au marketing, face à l'influence, face à l'industrie culturelle. On peut par exemple constater comment l'art-thérapie, qui se veut une méthode de psychothérapie, qui est très liée d'ailleurs à la psychanalyse, ou la chromothérapie, qui se veut un moyen de traiter divers symptômes au moyen des couleurs, comment ces deux domaines sont en fait des pseudosciences inefficaces, comme de nombreuses études le montrent, tout comme la plupart des allégations des décorateurs ou du marketing sur un quelconque effet physiologique ou psychologique des couleurs sur nous, à part bien sûr quelques évidences qu'on a pu constater, comme l'importance des contrastes noirs et blancs avec le coloré, ou l'effet de la juxtaposition du rouge et du vert, par ailleurs très utile dans les signalisations routières par exemple, sans qu'on puisse toutefois associer de quelconque sens, effet, symbole absolu à ces couleurs ou mécanismes physiques ou biologiques. Je vais juste vous rappeler par exemple que si ici en Europe le rouge est plutôt associé aux partisans de la révolution sociale, c'est-à-dire aux partis politiques de gauche, alors que le bleu est plutôt associé aux partis libéraux et conservateurs, aux États-Unis, la couleur du parti républicain est bien le rouge, alors que la couleur du parti démocrate, qui se situe plus à gauche que les républicains, est bien bleu. Terminons notre tour de la couleur par les images du cosmos que vous avez certainement en tête, qui sont très ancrées dans la culture populaire. Ces images de l'espace, de grandes nébuleuses, de supernovae, de galaxies, de nuages stellaires aux couleurs somptueuses que nous livrent les télescopes tels que le télescope spatial Hubble ou le plus récent James Webb Space Telescope, le JWST. Vous pourrez, si vous voulez, revoir ces magnifiques, il faut le dire, elles sont absolument magnifiques images, par exemple, de ce qu'on appelle les piliers de la création, une grande nébuleuse. Je vous ai mis ces images sur le site internet du podcast, lafourmi.media, et vous verrez donc ces piliers de la création dans la dernière image qui en a été faite par le JWST. Ces images, toutes ces images qu'on a en tête, qui contiennent des couleurs somptueuses, souvent bleues et orangées, ces images forment une mythologie de la conquête spatiale, elles font partie de la mythologie de la conquête spatiale, dans des décors sublimes, mais qui sont bien loin de la réalité de l'espace intersidéral qui est en fait d'un noir profond, parce que contrairement à ces images et celles de la science-fiction, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que aucun de ces nuages n'est en fait visible à l'œil nu. Aucune de ces couleurs n'est réelle, parce que ce sont des images artificielles recolorées, en utilisant d'ailleurs les palettes colorées des tableaux des grands maîtres. Et si l'intention peut être effectivement de colorer les images en fonction des éléments qu'on peut détecter dans ces nébuleuses, le choix de la palette colorée ici est tout à fait arbitraire et à des fins d'influence, de marketing de l'espace. En fait, même si on s'approchait de ces phénomènes cosmiques,
ils resteraient désespérément invisibles parce que, en fait, ils sont à la fois trop gigantesques et trop peu denses pour renvoyer la lumière comme celle qui est peinte sur les images. Le tout récent, justement, James Webb Space Telescope prend d'ailleurs ces images dans l'infrarouge, absolument invisibles à l'être humain, et si on peut contempler ces belles images sur le site internet du podcast lafourmi.media, c'est bien parce qu'elles ont été recolorées de manière tout à fait artificielle. Donc parce que le JWST ne voit que dans l'infrarouge des longueurs d'onde invisibles pour nous, qui sont les mêmes que celles qu'on utilise aussi pour révéler les secrets des tableaux de De Vinci, par lesquels nous avons commencé cette exploration culturelle des couleurs il y a quelques épisodes. La boucle est bouclée. Nous voilà au terme de cette deuxième saison de La Fourmi dans la coquille qui a commencé et qui se termine dans les étoiles, dans le cosmos où naît la lumière qui nous éclaire et nous révèle les couleurs du monde. Nous avons vu en première moitié de saison à quel point la couleur est plus complexe qu'elle n'y paraît, sur un plan physique autant que sur la manière dont nos yeux la captent et notre cerveau l'interprète. Et nous avons vu en deuxième partie de saison comment cette couleur a servi à l'espèce humaine à raconter des histoires, comment elle a servi à passer des messages, comment elle a servi dans l'art, dans la politique, dans les luttes sociales, dans le marketing et dans l'influence, et comment elle façonne aujourd'hui les mythologies contemporaines décrites par Roland Barthes, qui sont un moyen pour les puissants de s'assurer de la stabilité du système qu'ils défendent. Un énorme tour de la couleur. Je vous avais dit que ça finirait par être quand même un tout petit peu politique. Je n'ai pas pu m'en empêcher, mais j'espère que vous n'avez pas fui. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre écoute tout au long de cette saison. Je vous invite à réécouter les épisodes que vous auriez ratés, revenir en arrière, vous remémorer tout ça. N'hésitez pas aussi à revenir à la saison 1 qui analysait l'intelligence artificielle mais sous un angle pas si courant, c'est-à-dire son impact que j'appelle philosophique sur la connaissance et la manière de travailler et d'être créatif, une saison qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Le Trou Noir philosophique, qui est disponible sur le site internet lafourmi.media. En parlant de livres, comme cette saison a encore fait l'objet d'un énorme travail d'écriture et qu'elle parle de couleurs qui est quand même un sujet assez visuel, il faut bien l'avouer, et que j'ai aussi effectué un travail d'iconographie assez conséquent pour illustrer tous les articles qui sont disponibles sur le site internet. Bref, pour toutes ces raisons, je me demande si ça pourrait pas être chouette de, là aussi, publier un livre autour de cette saison, un beau livre, un grand format, très qualitatif en termes de visuel, très illustré avec tous les textes et les détails et les notes de bas de page que je chéris tant. Bref, tout ça dans un très beau bouquin. C'est beaucoup de travail qui sera fait à perte si je le fais, j'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que je vais vous demander, si ça vous intéresse, de m'envoyer un petit message à l'adresse email contact@lafourmi.media ou me laisser un petit message sur les réseaux sociaux pour me faire part de votre envie d'acheter ce bouquin. Et si j'ai suffisamment de demandes, alors oui, je me motiverai à le faire. Peut-être qu'on fera un système de pré-vente pour s'assurer du nombre de livres et avoir un petit peu de sous en avance pour pouvoir commander l'impression, les exemplaires et faire les expéditions, pourquoi pas dédicacer d'ailleurs. Bref, pour toutes ces infos-là, si vous voulez le livre, dites-le moi. Si vous voulez être tenu au courant de quand il sort, parce que j'ai quand même vachement envie de le faire, donc si vous voulez être tenu au courant de quand va sortir ce livre, s'il se fait, inscrivez-vous à la lettre d'information sur le site internet lafourmi.media. C'est beaucoup mieux que de me suivre sur les réseaux sociaux parce que vraiment, je suis enterré par les algorithmes, parce que ce que je fais n'est tout simplement pas assez putaclic. Donc inscrivez-vous à la lettre d'information, je vous préviendrai via ce biais que le bouquin est disponible. Écrivez-moi si vous pensez que c'est une bonne idée de le faire pour me motiver.
On se retrouve dans quelques temps pour la 3e saison de La fourmi dans la coquille. Je ne vous donne pas de date parce que là aussi c'est un sujet complexe, encore plus complexe. On y va crescendo après l'IA, après la couleur. La prochaine saison traitera du temps qui passe, pas du temps qu'il fait. Et c'est un sujet assez vaste, il y a plein de choses absolument passionnantes à aborder, c'est toujours en lien avec la créativité, avec la conscience, avec le cerveau, avec la perception qu'on a du monde. Il y a encore beaucoup de choses à en dire, il y aura encore peut-être un petit peu de politique sur la fin, qui sait. En tout cas, moi, ça me passionne, j'ai hâte de vous partager cette 3e saison qui est d'ores et déjà prévue, mais pour laquelle je ne peux malheureusement pas vous donner de date. Une autre raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire à la lettre d'information du podcast sur lafourmi.media. Encore un immense merci pour votre écoute, un immense merci pour les retours et les commentaires que vous m'avez fait, un immense merci à ceux qui ont fait un don qui m'aide à travailler sur ce podcast, même si c'est symbolique pour l'instant, ça motive, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.